j'ai été appelé chez moi dans mon lit à 1h du matin. Je suis rentré qu'à 9h du matin. Chez moi, ça inquiète la famille, ça inquiète tout le monde. Et c'est nous qui sommes sur le terrain. C'est un gazier, Farid, qui m'expliquait ça et qui m'expliquait comment il était dans un logement d'astreinte, comment il avait une permanence et comment cette année, il avait eu 0,3% d'augmentation de salaire. La question, c'est quel mal vous faites au service public en permanence? Regardez dans quel état il est notre pays. On va à l'hôpital, c'est des personnes qui peuvent attendre pendant 44 heures dans un couloir. Les enseignants, c'est du recrutement en job dating. Là, vous avez éliminé le régime spécial du rail, très bien. Il nous manque des milliers de conducteurs dans le pays. Moi, dans mon coin, il y a des trains qui ne circulent pas par absence de conducteurs. L'électricité, est-ce que vous voulez que ça soit la même chose qui arrive pour le gaz et l'électricité? À force de peser sur le travail, à force de faire que le travail dans notre pays ne soit pas rémunéré comme il faut, en indexant pas les salaires sur l'inflation, mais en l'indexant par exemple sur les dividendes, on aurait du monde dans tous ces secteurs-là. Un à un, vous êtes en train d'éroder les piliers du pays, piliers de la République, l'école, piliers de l'État social. L'hôpital se porte mal après 5 ans de vos bons et très déloyaux services à leur égard. Sur l'électricité, c'est la même chose qui risque de se produire. Dans quelques années, on va se retrouver, vous nous direz qu'on n'arrive pas à recruter dans les industries d'électricité et gazières. Ben oui, parce qu'il y a une compensation à l'astreinte, il y a une compensation à des salaires qui ne sont pas énormes. Quand dans les TER, on a supprimé les premières classes, moi j'ai trouvé ça dommage. J'aurais préféré qu'on supprime les deuxièmes et que tout le monde puisse monter en première. Et c'est la même chose que vous faites aujourd'hui avec les régimes de retraite. Au fond, ceux qui avaient davantage d'acquis, de conquis, qui pouvaient partir un peu plus tôt, qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites, ben non, vous n'y aurez plus droit, mais est-ce que ça va améliorer le sort des suivants? Non, pas du tout. Les amendements qu'on avait proposés et qui ont été jugés irrecevables dans cette partie, c'était de demander que tous les travailleurs de la deuxième ligne, les auxiliaires de vie, les assistantes maternelles, les caristes, les manutentionnaires, les ouvriers du bâtiment, de la grande distribution, les chefs de rayon et compagnie, aient des avantages, puissent partir à la retraite plus tôt, qu'on reconnaisse pleinement leur pénibilité. Ces amendements n'ont pas été jugés recevables. Mais depuis que le président de la République a déclaré à la télévision « Il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal », qu'est-ce que vous avez fait pour tous ces métiers-là? Vous n'avez rien fait. Alors qu'on a des salaires qui ne sont pas indexés sur l'inflation, qui voit le plus son petit pouvoir d'achat érodé? Ce sont ces métiers-là. Première peine à la place de la récompense. Et là, aujourd'hui, la deuxième peine, c'est sur eux que vous la faites peser le plus. C'est sur eux parce que, évidemment, les trimestres et les années supplémentaires, quand on est dans le bâtiment, quand on est auxiliaire de vie sociale et ainsi de suite. Et donc, le minimum aurait été qu'on permette dans cette retraite d'entendre des amendements qui permettent de discuter qu'il doit y avoir des régimes particuliers pour des gens qui, dans leur corps ou dans leur cœur, souffrent particulièrement du travail, ce que vous n'avez pas permis. Madame la rapporteure, tout à l'heure, vous disiez que je vous parlais des misères de notre société. Mais en fait, ceux dont je parlais, ce sont celles et ceux qui ont tenu le pays debout pendant la crise Covid, et ce sont celles et ceux qui continuent de tenir le pays debout. Qu'est-ce qu'on attendait après pareille crise? On attendait une loi de valorisation du travail, de reconnaissance du travail, de rémunération du travail, et oui, où on parle salaire, mais pas seulement. Et à la place, qu'est-ce qu'on a? On a pour toutes celles-là, pour tout cela, on a une loi de punition. Une loi de punition avec des trimestres, des années, qu'il va falloir porter en plus pour aller jusqu'au bout, alors que bien souvent, on termine en inaptitude avant d'arriver au bout. Et qu'est-ce que vous instillez dans la société en faisant ça? Vous instillez deux choses. Vous instillez du dégoût du travail, quand il faut le porter de cette manière-là et qu'il n'est pas reconnu et qu'il n'est pas rémunéré, et d'où les difficultés à recruter dans plein de secteurs. Et vous instillez du dégoût de la démocratie. Parce que si quand 7 Français sur 10 vous disent non, si quand 8 salariés sur 10 vous disent non, si quand des millions de Français descendent dans la rue vous disent non, si quand tous les syndicats unis viennent vous dire non, et que vous faites comme si tout ça n'existait pas, vous continuez sur votre petit bonhomme de chemin à faire les sourds, eh bien qu'est-ce qui se passe? Ça introduit la tension dans la société.
Et le problème, il va se déliter en ressentiment et en tension supplémentaire dans la société. Vous en serez la cause. Vous en êtes la cause par votre surdité. Quand le président de la République prône l'unité de la nation à 6 reprises dans ses vœux, c'est lui, c'est vous qui venez briser l'unité de la nation en mettant en place une loi de cette nature à ce moment-ci de notre histoire, où on aurait besoin au contraire d'une grande loi de réconciliation avec le travail. La semaine dernière, on recevait les syndicats et la CGC, le syndicat des cadres, est venu rapporter les données de la Banque de France qui disaient que la part revenant aux salariés a baissé significativement de 59 à 54%, moins 5 points, pendant que la part aux actionnaires a triplé, passant de 5 à 15% lors des 20 dernières années. Et il interrogeait en disant, mais finalement, ce partage de la valeur ajoutée, il n'y a rien dans votre projet pour le changer, et vous ne faites rien pour le changer. Et il vous interrogeait, pour qui vous menez cette politique ? Au service de qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes au service des salariés français ou des fonds de pension anglo-saxons? Alors là, il y a Sylvain Maillard, député de la majorité, qui s'est retourné, choqué, en disant « Mais comment vous vous permettez d'insinuer qu'on ne serait pas au service de tous les Français ?» Et il nous prenait à témoin comme si nous, on allait le défendre contre les syndicats. Mais non! Ce monsieur des cadres a dit exactement ce que nous pensions. C'est que vous êtes au service de la finance plutôt que de la France. C'est que vous êtes au service aujourd'hui, avec ce projet, très clairement des fonds de pension plutôt que des salariés français. Pourquoi? Parce que là, on va nous donner des apparences faussement budgétaires, techniques, quand dans le même temps, on supprime sur la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, et en particulier des grandes entreprises, qui va coûter 8 milliards d'euros à l'État français, ça ne vous pose pas de souci. Ce qui est en jeu, c'est Emmanuel Macron qui le dit, ce qui est en jeu, c'est l'autorité de votre serviteur. On va donner des apparences techniques aujourd'hui à cette discussion budgétaire, financière, avec des chiffres et ainsi de suite. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la pure politique, c'est-à-dire dans un enjeu de pouvoir. Quand on fait ça contre tous les syndicats de France, contre 7 Français sur 10, contre 8 salariés sur 10, même contre des patrons, vous vous radicalisez. Vous êtes aujourd'hui dans un extrémisme pour imposer cette réforme contre un corps social qui n'en veut pas, que vous brutalisez. La France aujourd'hui, elle aurait besoin de douceur, elle aurait besoin de tendresse. Après 3 ans de crise Covid, après la guerre en Ukraine, la crise de l'inflation, et vous brutalisez le corps social. Il faut être sérieux, Madame la rapporteure. On est en train de parler de dizaines de milliers d'auxiliaires de vie, on est en train de parler de chefs de rayon en série, on est en train de parler de travailleurs du bâtiment par milliers, et vous nous répondez, il va y avoir un fonds de prévention machin bidule. Mais vous croyez qu'il y a une seule de ces auxiliaires de vie, un seul de ces travailleurs du bâtiment, un seul de ces chefs de rayon qui va vous croire aujourd'hui? Vous vous en fichez. Vous n'êtes plus là pour convaincre. Il vous manque un numéro vert dans tout ça. Mais sinon, on a le reste. Mais qui va pouvoir croire à cette histoire-là? Il n'y a pas un travailleur qui va y croire. L'un de vos collègues, là, il était en plateau, il vient de dire « Cette réforme est injuste, repousser l'âge n'est pas juste, mais je la voterai sans état d'âme. » Je comprends que ça vous déplaise. Un sondage sort à l'instant qui demande aux Français... Monsieur Bazin, Monsieur Cyril Isaac Je comprendrai que les grévistes bloquent le pays car c'est le seul moyen pour que le gouvernement retire ou modifie sa réforme des retraites. Ça fait 60% et c'est en hausse de 3%. Donc il est très clair qu'aujourd'hui, ceux qui bloquent le pays, ceux qui empêchent le pays d'avancer vers où il a envie d'aller, c'est vous. Quand il y a 3/4 des Français qui disent non, c'est non. Quand il y a 90% des salariés qui disent non, c'est non. Quand il y a des millions de manifestants dans la rue qui disent non, c'est non. Arrêtez d'être la minorité qui bloque le pays. Tous les jours, les agents d'entretien, les caristes, les manutentionnaires, tous les jours, les chefs de rayon dans la grande distribution, tous les jours, les agents des hôpitaux, tous les jours, les enseignants créent de la richesse dans ce pays. Jamais la France n'a été un pays aussi riche. À un moment, se pose la question dans ce gâteau qui n'a cessé de grossir, de sa répartition. Quand dans le même jour, vous avez à la une des Échos, retraite, les derniers arbitrages du gouvernement et dividendes records pour les géants du CAC 40 en 2022, la question de la répartition se pose. Mais elle se pose aussi d'un point de vue moral. Le président de la République a fait ses vœux sur l'unité de la nation. L'unité de la nation face aux crises qu'on a traversées, Covid, guerre en Ukraine, mais l'unité de la nation face à la crise écologique qu'on va avoir à traverser dans la durée. Comment on peut avoir une unité de la nation quand les Français ont le sentiment d'une sécession des riches? Et je dirais qu'on trouve aujourd'hui, finalement, dans le champ politique, un écho, une traduction à cette sécession des riches. C'est la sécession d'Emmanuel Macron.
Quand dans le journal L'Opinion, qui est un journal libéral, un journal de droite, on lit aujourd'hui « Retraite, Macron seul contre tous », avec même Françoise Bayrou qui s'exprime et qui dit « Une partie très importante de l'opinion ne se reconnaît pas dans cette réforme », avec un parlementaire de la majorité qui dit « Et encore, je ne sais pas si son gouvernement soutient vraiment la réforme », qu'un homme seul décide d'imposer comme ça aujourd'hui, contre les 3/4 des Français, contre 9 salariés sur 10, contre 9 manifestations avec 2-3 millions de personnes dans la rue, je pense qu'on a affaire à une sécession des élites qui pose souci à la démocratie.